Commenter, analyser, décrypter l'actualité, c'est ce que les journalistes vont faire ce matin sur ce même plateau de la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible justement. La presse, la nouvelle expression parle d'appel au boycott, avec notamment la contre-offensive d'Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, inconsolable face au mot d'ordre de boycott, a instruit d'ailleurs au gouverneur de région de procéder à des campagnes de sensibilisation des populations sur les actions du gouvernement, en chargeant bien entendu, comme d'habitude, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, avec des assurances du gouverneur également à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Des mesures sécuritaires sont prises pour la sécurité des électeurs. C'est ce que dit Kildadi Bouka, qui est le gouverneur de la région de la Damawa. Et puis Félix Ngelengele de la région du Sud fait savoir qu'il y a donc eu des équipes sur le terrain pour recadrer tout le monde. Bernard Okaliabilay, donc de la région du Sud-Ouest, fait savoir qu'il existe donc des irrédentistes qui essaient toujours de traumatiser les populations. Et on parle également de Midia Obakari. Lui fait savoir qu'une opération de ratissage sera donc lancée. C'est la suite de ce qu'on a pu observer, des explosions qu'on a observées également dans cette partie du pays il y a quelques semaines. Et on parle aussi d'Adolphe Lélé-Lafri, qui est le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Il dit qu'il y a encore des poches de résistance. Et Grégoire Mvongo, de la région de l'Est Cameroun, fait savoir que les états-majors peaufinent donc leur stratégie. C'est à découvrir dans le dossier proposé par la nouvelle expression de la page 2 à la page 3. Le journal parle également des awards CAF 2019. Selon Samuel Etofis, André Ounana était donc le meilleur. L'ex-capitaine des Lions indomptables a toujours vu le Sénégalais comme le meilleur, mais a pourtant préféré donc son poulain. C'est en page 12 de ce journal, la nouvelle expression, qui a d'autres informations que je vous invite à lire ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir. Se fait un tour aussi en kiosque. Le journal Le Messager parle des municipales et législatives avec la déclaration de guerre d'Atangandi. Le journal précise que le ministre de l'administration territoriale annonce qu'un nouveau déploiement militaire se fera donc dans quelques jours pour sécuriser le double scrutin du 9 février prochain. Un message qui augure un bain de sang dans le nord-ouest et le sud-ouest, précise le journal en page 3. Le journal parle également d'Ahmad qui est au Cameroun, et donc avec le régime Biya sous pression finalement depuis son arrivée. Qu'est-ce qu'il devra prendre comme décision? Cela reste une question également, mais je vous invite à parcourir le dossier proposé par le Messager de ce matin. Le journal Émergence, pour sa part, s'intéresse aux élections 2020 avec le coup de pression d'Atangandi sur les gouverneurs. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal parle également de la cour d'appel avec le procès de Mamadou Mota, de nouveau renvoyé. Ce sont là quelques informations à lire dans le numéro disponible en kiosque. Le journal Le Quotidien Le Jour, pour sa part, parle donc de Fédération camerounaise de football, le corps sportif, les contours du contrat. Le contrat a donc été officiellement signé vendredi dernier à Yaoundé avec le représentant donc de la marque qui donne bien sûr des précisions. C'est à lire en page 11 du journal. Et le même journal parle également du tribunal. L'affaire Mota, Mancho, BBC et autres renvoyés au 27 janvier prochain. C'est à découvrir dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin. Et puis le journal Tribune d'Afrique qui en kiosque parle du Sénat. Où est passé Nyad Difendi? C'est la question que se pose le journal. Mais je vous invite à lire davantage l'éditorial de Faustin Dicam ce matin en page 3. Le journal parle également du budget d'investissement public 2020. Intégralité du journal des projets dans la région de l'Ouest Cameroun à lire dans le journal Tribune d'Afrique de ce matin. Mutation s'intéresse également au désordre urbain. Le journal parle de comme une lèpre à la poste, parlant notamment du rond-point. Le rond-point de la poste centrale à Yaoundé qui était donc envahi par des vendeurs à la sauvette. Aujourd'hui, quelques-uns qui font de la résistance. Pourtant, le délégué du gouvernement a demandé qu'il quitte donc ces lieux-là au plus vite. Mais certains restent encore, d'où le titre de ce matin, comme une lèpre à la poste proposée par Mutation. C'est un article à lire en page 5. Également, le journal parle aussi de la lutte contre le VIH-Sida avec les États-Unis qui triplent d'ailleurs l'aide au Cameroun pour combattre notamment ce fléau. C'est le journal qui propose donc toutes ces informations. C'est à lire ce matin. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de fonction publique avec les sentiers de la modernisation, en ouvrant notamment hier le colloque national sur le sujet. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a donc enjoint donc les experts
d'exploiter donc toutes les pistes possibles pour pouvoir refaire et avoir une fonction publique de qualité. Surtout, il n'y aura pas de lenteur administrative, on ne connaîtra pas de corruption et autres faits évoqués par le dossier proposé ce matin. Je vous invite d'ailleurs à parcourir le dossier en question dans Cameroun Tribune qui a également d'autres informations. Le journal West Echo parle donc le grand enjeu des municipales dans la Ménoire. Il pose également une question ce matin. Le boycott du MRC a-t-il remis les clés de Tchang à Étienne Sonkin? C'est la question. Également d'autres informations avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a séjourné donc à l'ouest de Cameroun pour écouter et bien entendu proposer des pistes de solutions pour sortir et avoir donc une économie de qualité dans notre pays et aussi que les entreprises aient donc un fonctionnement normal. C'est le dossier proposé par le journal West Echo de ce matin. Et puis le journal L'économie parle donc de reconnaissance avec des entreprises qui saluent la mémoire de Patricia Bertolo, donc à lire également ce matin dans le journal. D'autres sujets aussi sur les investissements à découvrir dans le journal Écho de l'économie de ce deuxième jour de la semaine. Voyez-vous, nous sommes avec nos invités déjà sur ce plateau. Donald Bristango, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi d'être là ce matin une fois de plus. Alors bonjour Camille Nelly. Flavien Valodongo, bonjour Donald Bristango, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien, avec vous nous allons faire le tour de quelques sujets. La presse, notamment la nouvelle expression qui parle d'appel au boycott avec la contre-offensive d'Atangandi. C'est le titre du journal, pour dire simplement que le ministre de l'administration territoriale, inconsolable face donc au mot d'ordre de boycott, a invité le gouverneur à faire la contre-campagne. Oui, on a écouté le ministre de l'administration territoriale égal à lui-même dans ses déclarations d'hier à l'ouverture de cette conférence semestrielle des gouverneurs de région, en présence des 10 patrons de région menacés à demi-mot certaines formations politiques, notamment celles qui boycottent le double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain. Le ministre qui indique que ceux qui sont partisans du boycott ne représentent pas 1% de l'électorat, d'après les rapports, dit-il, qui lui sont transmis par les patrons de région. Mais on a quand même été surpris de voir que par la suite, le ministre s'étale longuement sur ceux qui boycottent les élections. On se demande bien quelle est la cohérence. Voilà. Donc ça c'est l'analyse que fait Donald Bristango par rapport à la sortie du ministre de l'administration territoriale et le titre bien sûr proposé par la nouvelle expression. Oui, le ministre pour la Tangandi a réuni ses gouverneurs dans la traditionnelle réunion semestrielle avec les gouverneurs. Bon, surtout qu'il y a les élections qui arrivent, donc il était important qu'il rencontre les représentants du chef de l'État dans les 10 régions et surtout qu'il s'assure que chacun, en ce qui le concerne, aura à cœur de jouer son rôle et pas surtout que ces 10 régions n'ont pas les mêmes spécificités. Quand par exemple vous parlez de la région de l'extrême nord où il y a encore quelques bandes armées qui écument et surtout des bandes armées qui balancent des objets explosifs que les enfants peuvent ramasser et que ceux-ci peuvent créer des dégâts. Il a dit que, en ce qui le concerne, il est sûr que le scrutin va se dérouler en toute sérénité parce que les populations sont engagées, mais il va d'abord commencer par faire un grand ratissage pour savoir s'il ne peut pas traîner des grenades par-ci par-là, parce que vous vous souvenez de cette grenade qu'on a retrouvée sous le pont de LBI il y a quelques semaines, ramassée par des enfants qui innocemment l'ont dégoupé et ça a créé des problèmes terribles. Bon, le gouverneur de l'Adamawa et le gouverneur du Nord n'ont pas de problème de boycott. J'aimerais bien voir quelle est la personne qui ira là-bas à l'Adamawa ou à... Le MSC est représenté partout quand même. Je ne parle pas du MSC, je ne cite pas les partis. Donc c'est le MRC. C'est le MSC qui parle du boycott et le CPP en même temps. Non, écoutez, que le MRC et le CPP décident de ne pas aller à l'élection. C'est leur problème. Ils n'ont pas à aller dire aux gens n'allez pas voter. Parce que déjà, c'est une atteinte à la liberté de chacun. Moi, je ne vote pas. Pourquoi je te dis, toi, de ne pas aller voter? Si tu ne veux pas aller à l'élection, c'est ton propre problème, pour tes propres raisons. Mais moi, qui suis citoyen, qui suis prêt à renouveler mes députés, ou à renouveler mes conseillers municipaux, pourquoi toi, tu vas me dire de ne pas voter? C'est même absurde, c'est à la limite absurde. Donc moi, je dis que les réalités ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Là-bas, du côté, par exemple, du Nord et du Sud-Ouest, où il y a des bandes armées qui non seulement exerce une psychose permanente sur les populations en les menaçant de les tuer, mais ce qui est certainement
donner encore plus de force au ministre de l'administration territoriale, surtout pour ce qui concerne le nord-ouest et le sud-ouest. C'est qu'il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux dans lesquelles un pseudo-chef de guerre qui dit qu'il n'y aura pas d'élection sur son territoire et d'ailleurs les soldats camerounais n'ont pas le niveau. Alors quand quelqu'un dit que les soldats camerounais n'ont pas le niveau et qu'il y en a qui sont là pour applaudir parce qu'il y a un individu sorti de nulle part qui prend des armes et qui dit que les personnes qui sont dehors, il va les tuer, moi je dis que ce n'est pas acceptable et on ne peut pas applaudir face à ce genre d'attitude. Donc je pense que le ministre de l'administration territoriale est en train de jouer son rôle, de demander à chaque gouverneur de gérer sa région avec ses spécificités. Voilà. Donc, ça rejoint justement le titre du quotidien Le Messager qui parle des municipales et législatives, la déclaration de guerre d'Atangandi. Oui, peut-être que c'est un peu excessif, mais ce n'est pas loin de cela. Vous savez que on n'est pas habitué à ces accents de chef militaire, de chef de guerre, de ministre de la Défense, qui transparaissent toujours de chaque prise de parole du ministre de l'administration territoriale. On s'en habitue un peu, même si on peut se demander si c'est républicain. Ce qui est républicain, évidemment, c'est de promouvoir le respect des lois et règlements de l'État, dont on est censé être le serviteur. Il me semble que pour un bon nombre d'affaires au Cameroun, les violations des droits des justiciables et des acteurs politiques notamment sont légion. Il n'y a qu'à voir les gardes à vue administratifs qui dépassent largement les 15 jours légaux qui sont prévus par le Code de procédure pénale sans que les autorités administratives qui sont compétentes puissent réagir. Mais allons sur... Et que direz-vous avant de continuer sur le titre, en rapport avec le titre d'émergence, qui dit donc le coup de pression d'Atangandi sur les gouverneurs? Et évidemment qu'il a certainement mis les gouverneurs de région en mission. Mais ça, c'est superficiel. Le plus important pour moi, c'est que on a un contexte sociopolitique qui est crispé, qui est difficile, et ça, personne ne peut le contester. Il y a ces régions du nord-ouest et du sud-ouest dont parlait Camille tout à l'heure, où c'est l'incertitude totale. Le MINAT a expliqué hier que les mesures seraient prises, mais est-ce que c'est suffisant pour assurer? Il me semble que des assurances sont toujours données depuis 3 ans, mais la situation de désescalade, la désescalade dans ces régions est toujours attendue. Le boycott pour lequel le ministre indique qu'il y a moins de 1% de partisans, d'après les rapports qui lui sont parvenus, le boycott, on voit bien que le boycott aujourd'hui est un sujet gênant pour les pouvoirs publics. Lorsqu'on regarde le temps et la partie du discours que le MINAT a consacré à cette question, menaçant ceux qui ont choisi de boycotter, je voudrais dire que les partis politiques ont le droit, puisqu'ils sont légaux, de donner des mots d'ordre d'abstention à leurs partisans. Pourvu que ce mot d'ordre soit entendu, il faut avoir la capacité d'influence sur les électeurs pour pouvoir leur faire plier en faveur de son option. Manifestement, le gouvernement voit que le discours que porte le MRC, manifestement, est pertinent, à savoir que beaucoup de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest regardent le gouvernement et se demandent bien ce gouvernement qui avance tête baissée vers les élections et se demandent bien quel est le niveau de prise en compte que les dirigeants ont par rapport à cette situation qui est préoccupante et qui chaque jour nous montre que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Alors les titres un peu, comme vous l'avez dit, excessifs et autres, en tout cas, qui indiquent aussi ce qui est peut-être fait ou ce qui est dit, parlant notamment de la nouvelle expression qui parle de la contre-offensive d'Atangandi, parlant de boycott aussi, et le messager qui dit la déclaration de guerre d'Atangandi, émergence ce matin, parle du coup de pression d'Atangandi sur les gouverneurs. Je suis content que Donald Brice ait dit que le titre du messager est excessif. Non, il a dit un peu excessif. Un peu excessif parce qu'il a dit tout doucement pour qu'on n'entende pas très bien. Mais en vérité, ça dépend de sous quel angle on voit. En vérité, non. Il a dit Donald, vous avez tout doucement et un peu excessif. Bon, cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas Atangandi qui déclare la guerre. Parce que quand quelqu'un fait circuler une vidéo dans les réseaux sociaux en disant que la personne sera dehors, nous allons la tuer. Moi, je pense que c'est cette personne qui déclare la guerre. Il déclare la guerre à l'État. Et l'État, en réaction à ce qu'on appelle la légitime violence. Parce qu'à ce moment, l'État a le droit, la légitimité pour faire face à cela. Donc, quand le messager titre que c'est Atangandi qui déclare la guerre, non, c'est les autres qui ont déclaré la guerre. Moi, je pense que l'État, en réaction, est dans sa mission, dans son rôle d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour le reste,
je suis amusé chaque fois que Donald Brice parle toujours du MRC, c'est-à-dire qu'avec des airs jouissifs, il est toujours à la limite de l'orgasme. Il ne peut pas nous dire que le message de boycott du MRC est pertinent, parce que c'est pour cela que le MRC a le droit de dire à ses militants de ne pas voter. Je n'ai pas dit si c'est pertinent ou pas. Je dis que cette option est un choix, c'est une option pour le parti. C'est une option pour le parti, mais cette option-là ne doit pas être promue au sein des populations qui ne sont pas les militants du MRC. C'est ça la vérité. Vous avez déjà vu ça où à travers le monde? Vous avez vu ça en France ou aux États-Unis, où on dit que non, nous on ne vote pas. Vous aussi ne votez pas. Nous, dans notre parti, nous ne votons pas. Mais vous, on ne veut pas savoir quel est votre parti. C'est à la limite absconce. C'est pour ça que je dis que les partis, que ce soit le CPP ou le MRC, qui ne représentent rien sur le plan au niveau des institutions, parce que le CPP a zéro député, 0 sénateur, 0 quelques conseils municipaux. Le MRC avait un sénateur et 18 conseils municipaux. Ça pèse quoi? Ça pèse quoi? Maintenant, sur le plan de la représentativité au niveau des institutions. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où il fallait justement démontrer que ce parti a la capacité d'exister dans les institutions et au sein de l'opposition et de l'opinion, mais c'est à ce moment-là que lui, il choisit de ne pas participer à l'élection pour ses propres raisons, mais qui n'oblige pas, ou qui n'incite pas, ou qui ne met pas une pression permanente sur les populations en disant n'allez pas voter, parce que nous n'allons pas voter. D'accord, vous l'avez dit déjà. Dire ça à leurs militants. Oui, vous l'avez déjà dit. Qui n'aiment pas le dire aux militants des autres partis et même à ces autres personnes qui ne sont pas dans les partis politiques. Oui, nous sortons du sujet. Oui, en un seul mot. Je ne sais pas quels sont les moyens dont dispose la formation politique dont il est question pour empêcher, ce sont les mots que le MINAT a utilisés, il y a empêcher les autres Camerounais d'aller s'exprimer. Je ne sais pas si le MSA a des armes ou des chars pour empêcher aux gens d'aller s'exprimer. En tout cas, pour l'instant, nous suivons ces faits d'actualité tous les jours. Ils ne sont pas revenus que le parti compte empêcher les gens d'aller s'exprimer. Ils disent, nous ne sommes pas favorables à la participation et nous invitons les Camerounais à s'abstenir ce jour. C'est un message politique qui peut être reçu ou non. Le MINAT s'y a attardé pendant très longtemps. Manifestement, le gouvernement constate que ce message-là, il passe auprès de l'opinion. Et il a pensé qu'il était peut-être important de faire un recadrage. Mais l'essence le plus important, ça c'est superficiel, l'essence le plus important. Le plus important, c'est de dire, est-ce que ce discours, le MINAT dit que le boycott est anti-républicain, est-ce que le discours guerrier, le discours militaire que les officiels tiennent, est-ce que ce discours est républicain? C'est-à-dire, est-ce qu'il est respectueux de la diversité de l'opinion politique? Ah bon. Puisqu'on a affaire là, non pas à un parti séparatiste, mais un parti qui est bel et bien légalisé. Mais il y a des séparatistes qui tiennent des armes, qui tiennent les armes et qui menacent de tuer des personnes. Comment est-ce que vous ne voyez pas ça? Si vous dites que vous allez... Comment vous refusez de voir que les séparatistes tiennent les armes? Je parle des formations politiques. Je pense qu'on commente ici... C'est une formation politico-militaire. Je pense qu'on commente ici les unes des journaux. Absolument. Donc, je parle justement des propos du MINAT qu'analysent ce matin les journaux. Deuxième chose, le MINAT qui parle est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Il doit nous fournir des informations sur quels sont ceux qui brûlent l'incendie, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre la main sur ces personnes qui nuisent à la quiétude sociale dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Okay. Est-ce que l'information remonte? Est-ce qu'elle s'est traitée? Est-ce que les dispositions sont prises pour que les élections se déroulent dans les conditions de transparence et de tranquillité nécessaires dans ces régions? Voilà les questions essentielles que se posent la plupart des Camerounais en ce moment. Alors, on va sortir du sujet. Je veux dire, ce discours qui tente à faire croire que les élections ne peuvent pas se tenir dans la sécurité parce qu'il y aura ceci. Ce discours-là ne doit pas passer, il ne doit pas prospérer. Il y a des réalités que les gouvernants, que les services chargés du maintien de l'ordre de la sécurité sont en train de gérer. Mais ne venez pas tout le temps ressasser à la tête, dans la tête des Camerounais que non, ça ne va pas se passer parce que il y aura des morts, il y aura un bain de sang. On dit bien il y aura un bain de sang. Non, ce n'est pas ce discours-là. En fait, le messager qui l'a évoqué en parlant du MINAT, qui parle donc de ce nouveau déploiement militaire qui sera fait dans quelques jours pour sécuriser le double scrutin du 9 février prochain. Donc un message qui augure un bain de sang dans les régions anglophones. C'est ce que le journal propose ce matin. Alors on peut dire autre chose, on peut parler d'autre chose également proposées par la presse, notamment le titre proposé par le journal Relais d'Afrique également, la Tribune d'Afrique, pardon, qui se demande où est passé Nyadndi Feni. Oui, tout le monde a constaté que le président du Sénat était absent du pays depuis un bon nombre de mois. Il a des soucis de santé, tout le monde le sait. Il est interné, je crois, à Paris.
il me semble qu'il a même été ramené au pays. En tout cas, l'état de santé de la deuxième personnalité au plan institutionnel au Cameroun ne peut que susciter des inquiétudes pour la continuité de l'État. Vous savez que la Constitution prévoit qu'en cas de vacances... Le journal a d'ailleurs précisé que les Camerounais ont le droit de savoir où se trouve la deuxième personnalité. Absolument. En cas de vacances du pouvoir, c'est le président du Sénat, en l'occurrence, Marcel Ndifendi, qui est censé assurer l'intérim jusqu'à l'organisation de prochaines élections présidentielles. Manifestement, il a beaucoup de soucis de santé et le public s'interroge. Voilà. Que fait-il? Où se trouve-t-il? On ne l'a pas vu. Le journal précise d'ailleurs qu'on ne l'a pas aperçu lors de la présentation des vœux au chef de l'État. Effectivement, c'est lors de cette présentation de vœux que l'on s'est rendu compte qu'il n'est pas là. Et ceux qui lui sont proches savent très bien qu'effectivement il a des ennuis de santé, mais ce n'est pas parce qu'il a des ennuis de santé que pourtant l'État ou la République serait en danger, parce qu'en cas de l'absence du président du Sénat, il y aurait ceci, cela, mais seulement Donald, vous avez oublié qu'il est même prévu aussi qu'en cas de l'absence du président du Sénat, il y a une autre mesure qui est prise. Donc lui, il n'y a pas de mesure fermée. Parce que même en cas d'absence du président du Sénat, il y a une autre personne qui est là pour se charger d'exécuter les opérations liées à la transition. Mais de toute façon, on n'en est pas encore à la transition. Voilà, donc le journal Tribune d'Afrique qui parle du Sénat ce matin et demande où est passé Ignat Ndifendi. Et je vous invite d'ailleurs à lire l'éditorial de Faustin Dican ce matin. Et Mutation, pour sa part, s'intéresse au désordre urbain à Yaoundé, notamment au centre-ville, comme une lèpre à la poste. Oui, le préfet du département de Fondi, Jean-Claude Tila, a publié il y a quelques semaines... Le journal parle de lèpre à la poste. Oui, une lèpre évidemment, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le gouvernement tente de mettre de l'ordre dans les centres urbains, notamment le cœur de la capitale que représente la poste centrale. Et je sais que le préfet du Fondi a donné un délai aux sauveteurs de cet espace-là, vient de libérer et d'aller vers le marché Mokolo, où, disait-il, des comptoirs ont été construits pour eux. Mais les journaux constatent, mutation avec ces commerçants-là, pour la plupart, sont toujours à la poste centrale. Un mois après l'expiration de ce délai donné par les autorités administratives, ces commerçants qui disent que les comptoirs dont parle le gouverneur, non seulement ne sont pas disponibles, en tout cas pour un bon nombre d'entre eux, mais également lorsqu'ils sont disponibles, ces comptoirs sont extrêmement chers. Et voilà pourquoi nous sommes retombés dans le 30 quotidien, à savoir ce décor peu esthétique que présente la poste centrale depuis de nombreuses années. C'est aussi les conséquences de la routine du laisser-faire, du laisser-aller, de la permissivité qui caractérise notre système de gouvernance. Alors, donc, le titre de Mutation ce matin qui parle d'une lèpre, comme une lèpre à la poste, essaie un peu de décrire un peu le fonctionnement de la poste centrale, avec notamment des décisions des pouvoirs publics, à remettre de l'ordre un peu, à assainir l'environnement. C'est un titre croustillant qui nous réconcilie avec justement cet esprit caustique des titres de mutation depuis un certain temps. Vous savez que l'expression c'est la lettre à la poste qui passe toute seule. Bon, mais maintenant, lui, il a parlé de lèpre. Or, la lèpre, justement, ce sont effectivement ces commerces qui sont installés de façon intempestive et de façon permanente, malgré toutes les opérations de déguerpissement. Et bon, je pense que Mutation se penche sur ce problème aujourd'hui, comprend que le problème est sérieux. On les chasse, on les déguerpit, on leur arrache leurs marchandises, mais les gars reviennent toujours. Or, vous savez très bien que c'est la poste centrale de Yaoundé, c'est l'une des places centrales de la ville. Et malgré tout ce qui est fait, effectivement, pour que cet endroit soit dégagé et soit propre, il y a toujours cette obstination des vendeurs à la sauvette a toujours s'installer. Donc, Mutation, en faisant un zoom sur cette situation, moi je pense qu'il interpelle non seulement les autorités administratives, mais les commerçants eux-mêmes, pour leur faire comprendre que vraiment ce bras de fer est inutile et ils ne le gagneront pas. Alors, dans le commentaire de Donald Brice-Kangwa, on relève quand même que les commerçants n'y vont pas là-bas n'y vont pas à ces endroits réservés parce que les espaces réservés à ces derniers coûtent énormément. Mais vous savez, Flavien, que le phénomène de la vente à la sauvette est parti du fait que la personne
qui se dit que je n'ai pas besoin d'aller au marché, il faut que c'est moi qui aille vers le consommateur. Le type qui vend ses ceintures ou ses vestes ne va pas les installer au marché, il n'est pas sûr de les vendre. Mais quand il marche partout, quand il s'installe à un endroit où beaucoup de gens passent, il se dit que ça passe beaucoup plus facilement. Au-delà de l'aspect, au-delà du fait de payer des conduits au marché, cette pratique de la vente à la sauvette a prospéré dans les villes, dans les grandes villes, tout simplement parce que c'est des brouillards qui ne savent pas, qui essaient de trouver leur pitance par tous les moyens, se disent qu'il est plus facile de vendre soit en marchant avec la marchandise, soit en se trouvant non pas au marché qui est réservé pour le commerce, il y a des endroits bruyants. À des endroits bruyants où les gens passent. Bon, c'est assez difficile. Sur le plan social, on peut comprendre en se disant que bon, ces gars n'ont pas beaucoup de moyens, il faut qu'ils essayent, il faut bien qu'ils trouvent le moyen de fourguer leur camelote, mais seulement de l'autre côté. De l'autre côté, il y a le côté esthétique de la ville, il y a le côté propreté de la ville, il y a le côté même du respect de l'ordre. C'est pour ça que c'est un problème assez difficile. Et le même problème se retrouve aussi dans le domaine des mototaxis. Les mototaxis, vous savez très bien qu'au départ, c'était des motos qui étaient à l'intérieur, qui étaient placées à l'intérieur des quartiers populaires. Mais seulement à cause d'un certain nombre de considérations, ces motos sont retrouvées dans la ville. Aujourd'hui, c'est devenu un problème inextricable dans donc, une ville comme il y a le problème des motos, le problème des vendeurs à la sauvette également. Oui, là, c'est plus des motos. Il y a deux pans de cette question qu'il faut soulever. Le premier pan, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la permissivité, à savoir qu'on parle là des vendeurs à la sauvette, on peut également parler des populations qui sont installées dans les zones à risque. C'est-à-dire que si vous permettez au conducteur de moto, pour prendre cet exemple, de violer le feu chaque jour, il prend l'habitude que violer le feu n'est pas une violation de la loi, que c'est normal de violer le feu. Le jour où vous lui dites ne violez plus le feu, il s'en prend à vous. Deuxième chose... Comme quoi, c'est qui interdit, qui attire. Voilà. Je prenais l'exemple des motos, on peut prendre l'exemple des bars qui sont autour des hôpitaux, des établissements publics en violation flagrante de la loi, établissements scolaires en violation flagrante de la loi. Cela est centenaire au Cameroun. On a laissé faire. Et le jour où vous dites que ce n'est pas bien, eh bien, ça devient très complexe à gérer. Dans tous les domaines comme ça. Vous oubliez de dire que le jour où vous réprimez, on vous accuse d'empêcher les gens de se débrouiller. Donc, deuxième chose, les vendeurs à la sauvette ne sont pas des personnes de mauvaise foi, complètement mal intentionnées, qui veulent nuire à l'image de marque, pour reprendre les officiels, l'image de marque du Cameroun. C'est une très bonne intention que de vouloir embellir le centre-ville de Yaoundé. Mais il y a des questions de pression démographique qu'il faut gérer, de planification pour trouver des espaces viables où les populations peuvent mener des activités commerciales. Si on veut assurer la beauté à la ville, la lutte contre le chômage. Vous savez que ces jeunes qui sont là sont des débrouillards, parfois qui n'ont rien à faire et qui sont obligés de vendre des paires de chaussures, des pantalons pour survivre. Évidemment, ce sont des questions complexes qui méritent d'être adressées au lieu de prendre des mesures à l'emporte-pièce. Très bien. En tout cas, le journal Mutation est tout de même revenu ce matin parlant du désordre urbain avec ces titres comme une lèpre à la poste. Vous aurez l'occasion de lire un peu ce qui a été fait comme traitement à ce sujet. Alors, Cameroun Tribune parle donc de la fonction publique, les sentiers de la modernisation, voyez-vous. On s'est tellement plaint de ce que la fonction publique ne respecte pas ses prérogatives. On voit également qu'il y a la lenteur administrative, on voit qu'il y a également la corruption qui gangrène les milieux. Donc tout cela évoqué par le journal ce matin pour dire qu'il y a une nouvelle administration qui va naître après le village de la fonction publique ici. Vous lisez peut-être dans la boule de cristal, mon chef Flavien. Non, il y a un colloque sur la fonction publique camerounaise qui s'est ouvert hier à Yaoundé avec pour thématique centrale les défis et les acquis de la modernisation de notre fonction publique. Cette fonction publique est gangrénée essentiellement aujourd'hui par la corruption. L'actualité sur les fameux fonctionnaires fictifs nous rappelle le niveau de pourrissement que nous avons atteint, et ce n'est pas un colloque qui changera d'un coup de baguette magique cette réalité. Le ministre a dit que c'était un processus. C'est un processus. Vous savez que l'excuse de ceux qui sont contre beaucoup de choses, c'est que c'est un processus. La décentralisation, c'est un processus depuis 1996. Ça fait 20 ans et 22 ans et plus. Non, il y a beaucoup de choses à faire dans la réforme de la fonction publique, la gestion du fichier de l'État, la maîtrise des effectifs. Il y a aussi cette question, pour lutter efficacement contre la corruption, qui est une gangrène, la hausse des salaires de nos fonctionnaires. Tout cela demande la volonté politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique de lutter, par exemple, contre un problème
contre un problème qui est devenu une gangrène nationale, la corruption. Ça également, il faut interroger. Alors, les sentiers de la modernisation, parlant de la fonction publique, c'est le titre de Cameroun Tribune. Oui, c'est un bon titre. C'est un titre en réalité qui accompagne le colloque qui se tient à Yaoundé. Et moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est un processus. On ne va pas changer la gouvernance d'un coup de baguette magique. On ne va pas changer la fonction publique. Aujourd'hui, même si on chasse tous les fonctionnaires qui sont là, en disant que bon, on chasse tout le monde maintenant, on en recrute d'autres pour changer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut commencer par le changement de mentalité. Non, il faut d'abord commencer par la volonté. La volonté politique, cette volonté politique. Moi, je pense qu'avec une initiative comme celle-là, c'est déjà la preuve qu'on a vraiment envie d'avancer. Mais seulement, il ne faudrait pas que la corruption se résume seulement à des personnalités qu'on envoie en prison, mais sans qu'on ne récupère jamais l'argent qui a été détourné. Et qu'on cesse de penser que les personnes qui ont été arrêtées, elles, ce sont des corrompus. Mais seulement, on a déjà arrêté combien de corrupteurs? Parce que quand on parle de corruption, ça veut dire qu'il y a un corrupteur, il y a un corrompu. Alors, où est le corrupteur, où est le corrompu? Il faut qu'on aille un peu plus loin, un peu plus vite, dans cette notion même de corruption que l'on dit combattre tous les jours. Donc, moi, je pense que cette démarche, c'est une démarche qui est là pour faire prendre conscience aux principaux responsables de ce qu'il faut vraiment aller vers une nouvelle république, vers une nouvelle gouvernance. Et moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ne rien faire du tout serait condamnable. Et puis, en plus, il ne faut pas penser que ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre peut gagner l'élection présidentielle, il peut changer ces modes de gestion et ces modes de gouvernance en 5 ans. Non, ce n'est pas évident. C'est un processus, oui. Et c'est un processus que tout le monde accompagne et auquel tout le monde souscrit. Nous allons sortir de l'émission, Donald Brice. Quand la chute de Camille m'inquiète, disent que tout le monde souscrit à la modernisation de la fonction publique. Non, je ne pense pas. Moi, j'y souscris. Le programme national, vous n'êtes pas un officiel, le programme national de gouvernance a été créé au Cameroun en fin 90, programme national de gouvernance. C'est logé au Premier ministère. Il y a un tas de propositions que ce programme a fait depuis sa création. La plupart de ces propositions, pour ne pas dire toutes, sont restées lettres mortes, sont dans les tiroirs. Il y a les fameux logiciels de gestion du fichier de l'État, Antilope, Sigispes 1, on en est à 2 aujourd'hui. Quels sont les résultats? Il faut faire un audit, une évaluation réelle de tout cela. Évidemment que si vous avez des acteurs qui sont on va dire quoi, la mémoire, l'unité centrale de la corruption, vous ne pouvez pas leur demander de lutter contre la corruption. D'accord. Alors, les lecteurs vont lire ce que la presse propose ce matin, parlant de ce titre de Cameroun Tribune, fonction publique, les sentiers de la modernisation. Vous aurez l'occasion également de lire aussi d'autres journaux, d'autres tabloïds. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bon retour à vos différentes rédactions. Merci, demain, très cher. Ce sera la 3e de la semaine. Bonne journée à tous.